Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, vous avez appris que pendant 2 jours, un ensemble d'experts de la recherche et des filières se sont réunis pour débattre des enjeux de développement des légumineuses. Et nous avons proposé d'organiser une conférence ouverte au grand public afin de revisiter ces enjeux et aussi de les rendre accessibles au grand public. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenants. Nous aurons d'abord Dorian Calambresos de la FAO, qui va nous rappeler le contexte de l'année internationale des légumineuses de 2016. Puis nous aurons 2 éminents chercheurs de l'INRA, l'un plus spécialisé sur l'agronomie, l'autre plus spécialisé sur la nutrition humaine, mais qui ont ensemble des points de convergence importants pour avoir une vision systémique de ces enjeux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, on a vu pendant ces 2 derniers jours que les légumineuses sont vraiment des plantes uniques. Elles offrent plusieurs avantages pour la nutrition, l'agriculture, le développement durable, mais pourtant leur valeur est généralement sous-estimée. C'est pour cette raison que en 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré une année internationale des légumineuses. La FAO, c'est-à-dire l'Organisation de l'alimentation et agriculture des Nations unies, a été désignée pour faciliter la mise en œuvre de cette année internationale, en collaboration avec les gouvernements, les organisations compétentes, les ONG et toutes les autres parties prenantes, comme les coopératives, les instituts de recherche agricole, le secteur privé et les universités. L'année internationale de légumineuses visait essentiellement à faire 3 choses. Sensibiliser l'opinion publique à la contribution des légumineuses à la sécurité alimentaire et la nutrition, encourager toutes les parties prenantes à renforcer la production des légumineuses à l'échelle mondiale et à promouvoir la consommation des légumineuses dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. En particulier, l'année internationale des légumineuses a mis l'accent sur le rôle que les légumineuses jouent dans le cadre de la production alimentaire durable, les propriétés fixatrices d'azote des légumineuses, ce qui peut contribuer à la fertilité du sol et avoir un impact positif sur l'environnement, la contribution des légumineuses à l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ces effets, et l'identification de bonnes pratiques et de besoins en recherche sur le contenu nutritionnel, le traitement et la consommation des légumineuses. Je voudrais rappeler que dans le contexte de l'année internationale, on entend par des légumineuses seulement les légumineuses à graines. C'est-à-dire que les plantes récoltées pour l'obtention de grains secs. Donc dans ce contexte de l'année internationale, on exclut les plantes consommées vertes, ainsi que les cultures utilisées pour l'extraction d'huile ou exclusivement à des fins de semis. Et donc, pour cette raison, le soja et d'autres cultures légumières restent hors de la portée de l'année internationale. Je voudrais mentionner que le timing de l'année internationale des légumineuses a été vraiment idéal. L'année internationale des légumineuses a suivi l'année internationale de l'agriculture familiale en 2014
qui a rehaussé l'image de l'agriculture familiale pour sa contribution à l'éradication de la faim et de la pauvreté et à la gestion durable des ressources naturelles. L'année suit aussi une autre année internationale, celle des sols 2015, qui a focalisé l'attention du monde sur l'importance de promouvoir la gestion durable des sols pour un système alimentaire productif, de meilleurs moyens de subsistance et un environnement sain. Encore plus important, 2016 était la première année de mise en œuvre du programme 2030 pour le développement durable, qui inclut les 17 objectifs de développement durable qui visent essentiellement à mettre fin à la pauvreté et la faim dans le monde, tout en gérant les ressources naturelles de façon durable. C'est donc dans ce cadre global que l'année internationale des légumineuses présente une opportunité excellente pour mettre en pratique des actions concrètes qui peuvent appuyer les objectifs de développement durable. Ainsi, je passe aux 3 messages clés que je propose pour aujourd'hui. Premier message. Les légumineuses sont riches en nutriments et ont des effets bénéfiques très importants pour la santé. Elles contiennent entre 20 et 25% de protéines, et donc 2 fois plus de protéines que le blé et 3 fois plus que le riz. Elles ont une faible teneur en gras et sont une source importante de fibres alimentaires, minéraux et vitamine B, qui jouent tous un rôle essentiel dans la santé. Il est donc évident que les légumineuses peuvent jouer un rôle crucial dans le combat de la malnutrition dans toutes ses dimensions. On estime par exemple que dans tout le monde, 27% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance en raison d'une sous-alimentation chronique. La malnutrition est aussi l'un des principaux facteurs responsables d'un grand nombre de maladies. Deuxième message. Les légumineuses favorisent la biodiversité, la durabilité de l'agriculture et contribuent à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. L'une des propriétés importantes des légumineuses réside dans leur capacité à fixer biologiquement l'azote. De plus, la présence de légumineuses dans les écosystèmes agricoles favorise la biomasse et l'activité microbienne vitale pour le sol. Les légumineuses sont une composante essentielle de systèmes de culture multiples, notamment en culture intercalaire, en rotation des cultures et en agroforesterie. L'intégration des légumineuses à la production agricole pourrait se révéler décisive pour renforcer la résilience face au changement climatique. Ces systèmes intégrés résistent mieux aux extrêmes climatiques car les légumineuses sont plus solides que la plupart des autres cultures et elles contribuent à l'enrichissement des sols. D'autre part, de nombreux systèmes de culture impliquant des légumineuses ont un potentiel de séquestration du carbone terrestre plus important que la monoculture. Lorsqu'elles font partie de l'alimentation du bétail, les légumineuses contribuent à un meilleur taux de conversion des aliments grâce à leur haute teneur en protéines. Et elles font baisser aussi la production de méthane chez les ruminants, ce qui contribue également à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Troisième message clé. Les légumineuses sont économiquement accessibles et contribuent à la sécurité alimentaire à tous les niveaux, mais pourtant leur valeur est généralement sous-estimée. Dans de nombreux pays, la viande, les produits laitiers, le poisson sont trop chers et par conséquent hors de portée de beaucoup de monde, notamment des pauvres. Ces populations dépendent alors d'aliments d'origine végétale pour couvrir leurs besoins en protéines. Une particularité des légumineuses, c'est leur faible empreinte de gaspillage alimentaire.
le gaspillage alimentaire est l'un des principaux problèmes liés à la sécurité alimentaire. Lorsque les légumineuses sont conservées dans de bonnes conditions, elles peuvent rester comestibles plusieurs années. Pourtant, en termes de consommation par habitant, globalement, les légumineuses ont connu une notable diminution dans les pays développés et en développement. En 1961, on consommait 9,4 kg par personne par an, tandis qu'aujourd'hui, on ne consomme que à peu près 7 kg par personne par an. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des indices d'une inversion de tendance dans les années plus récentes. Selon des études de la FAO, ces tendances mondiales ne reflètent pas simplement les habitudes alimentaires et les préférences des consommateurs changeantes, mais aussi l'échec de la production nationale à faire face à la croissance de la population dans de nombreux pays. Souvent, l'échec de promouvoir les légumineuses a été le résultat de la préférence donnée à la production et l'autosuffisance en céréales. Donc, les légumineuses sont un allié indispensable pour le développement durable. Elles combattent la malnutrition, elles combattent le changement climatique et elles préservent nos ressources naturelles. Nous avons surtout besoin de politiques et de programmes appropriés pour appuyer aussi bien la commercialisation des légumineuses dans les systèmes commerciaux locaux que dans les habitudes de consommation modernes, et également encourager les systèmes de production de légumineuses pour renforcer leur disponibilité et consommation. Je vous remercie. Bien, bonsoir. Donc, je vais me présenter le premier, Jean-Michel Chardini, donc nutritionniste à l'INRA. Et donc, je vais laisser mon collègue se présenter et commencer le propos. Et on a convenu qu'on ferait un seul exposé en parlant à deux voix et en alternant nos propos. Voilà. Et c'est une première. Donc, je m'appelle Michel Duru, je suis agronome. Et j'ai une compétence, longue expérience sur la prairie et l'élevage, et puis plus généralement sur ce qu'on appelle l'agroécologie, en allant jusqu'à l'alimentation. Donc avec Jean-Michel, on a prévu une intervention à deux voix en trois séquences. Déjà, qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Ça a déjà été un petit peu rappelé, on va mettre quelques images. Et puis, on va voir, déjà par rapport à ce qui a été dit, c'est que par rapport aux gros enjeux aujourd'hui qui sont sur l'environnement, le changement climatique, la sécurité alimentaire, mais aussi la nutrition et la santé, quelle place peuvent avoir les légumineuses? On va en faire une lecture transversale. Et enfin, dans une dernière partie, toujours à deux voix, on analysera les freins à l'utilisation des légumineuses aussi bien en agriculture que dans notre alimentation, et on repérera quels sont les leviers activés pour changer. Donc d'abord, les légumineuses, qu'est-ce que c'est? Il y a des légumineuses à graines, donc vous les voyez sur la gauche, il y a des pois, des lentilles, des haricots, vous les voyez en culture. Et la particularité, c'est que sur les racines qui sont sur la photo de droite, vous voyez des petites boursouflures qu'on appelle des nodosités. Et la particularité, c'est que les légumineuses, pour pousser, elles n'ont pas besoin d'engrais azotés minéral, elles peuvent se satisfaire de l'azote de l'air. Outre ces légumineuses à graines pour la consommation des animaux ou pour notre propre consommation, même comme ça a été rappelé si c'est très très faible, il y a aussi des légumineuses fourragères à destination, comme la luzerne, à destination des ruminants, c'est-à-dire des vaches et des ovins. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots sur l'agriculture et l'environnement? C'est qu'il y a de nombreux atouts, que je vais résumer très rapidement. Mais ces nombreux atouts n'ont pas empêché, depuis 30, 40, 50 ans, une forte régression des surfaces cultivées. C'est là un paradoxe. Bon, vous avez un petit graphique qui résume l'intérêt des légumineuses dans une rotation de culture où il y a par exemple des céréales, du blé, sur
8 critères, ou 7 critères là, et plus extérieur, le trait bleu signale l'avantage que procurent les légumineuses, en l'occurrence ce sont des pois, par rapport à une céréale seule. Et plus le trait bleu est proche de la périphérie du graphique, mieux c'est pour la planète et ce qu'on appelle les écosystèmes. Par exemple, la fertilisation azotée sur l'ensemble de la rotation peut être réduite de 20%. Je vais être très vite. Et sur la partie droite du graphique, les gaz à effet de serre peuvent être réduits. Donc les gaz à effet de serre, c'est les émissions, notamment du protoxyde d'azote ou du CO2. C'est-à-dire que quand on ne fabrique pas les engrais, il y a moins besoin de gaz carbonique. Et puis, il y a aussi donc, moins de protoxyde d'azote, donc, qui est un gaz à fort pouvoir de réchauffement global. Donc on peut économiser, globalement, on peut économiser 10%. Donc vous voyez, sans détailler, qu'il y a différents registres, différents atouts d'avoir des légumineuses en succession dans les cultures, mais on peut les avoir associées, par exemple un blé et une lentille qui poussent en même temps, ou bien aussi en interculture, pour combler un sol nu. Et ça permet généralement d'améliorer la santé du sol au travers de l'activation de l'activité microbienne. Donc vous voyez des atouts multiples des légumineuses pour l'environnement, au niveau local, moins de nitrates dans les Alpes, dans les nappes d'eau, moins de gaz à effet de serre, amélioration de la fertilité du sol. Mais qu'est-ce qu'on observe pour les légumineuses à graines depuis les années 80? Donc en 30 ans, vous voyez, il y a eu un pic autour des années 90, mais c'est un effondrement. Et quand on regarde les légumineuses fourragères, ce sont les surfaces aussi, là depuis 1960. Vous voyez en vert, c'est la luzerne, en bleu, c'est ce qu'on appelle le trait violet. Donc ce sont des légumineuses fourragères qui sont utilisées pour les bovins et les ovins. C'est un effondrement, c'est divisé par 10. Si maintenant je présente la carte de France schématisée, la surface agricole en France, c'est autour de 24 millions d'hectares. Il y en a à peu près la moitié, c'est pour les prairies, j'en parle pas ici. Je parle des 12 millions d'hectares qui sont cultivés. Et ça représente à l'échelle, vous voyez la plus grande surface, ce sont les céréales de type blé. En haut à gauche, vous avez le maïs, qui est essentiellement destiné aux animaux. En haut au milieu, vous avez le colza, qui est utilisé comme biocarburant. Et en haut à droite, vous avez le tournesol. Ce ne sont pas des légumineuses, c'est des cultures qui fonctionnent si on leur apporte des engrais azotés. Et j'ai entouré en rouge, parce que je pense qu'on ne va pas dit de venir avec des jumelles, j'ai entouré les petits points verts, qui sont le pois, la févrole, le lupin, le soja. Donc ce sont les noms des légumes. On pourrait mettre la lentille aussi, mais ce sera encore moins perceptible, c'est même pas un point sur la carte. Donc vous voyez l'état des lieux, une forte régression et une dominante de la France cultivée par 4 grandes cultures. Donc je passe la parole à Jean-Michel qui va parler alimentation et santé. Alors effectivement, pour continuer sur cette première partie, les atouts et puis quelques éléments d'évolution des régimes et de recommandations autour notamment des légumes secs, puisque vous avez compris que ces légumineuses intègrent également des espèces fourragères qui nous intéressent moins quand on est bipède. Alors les données de consommation, l'orateur précédent a rappelé des données à l'échelle mondiale, vous les avez sur la carte en bas à droite. Je vais surtout m'intéresser à la carte de l'Europe ici. Ce sont des données qui datent de 2011, justement de la FAO. Vous voyez que dans les pays d'Europe, tout le monde n'en consomme pas les mêmes quantités, loin de là. Les plus gros consommateurs sur cette carte-là sont en Espagne, avec près de 9 kilos par personne et par an. En France, en 2011, on était à peu près à 2 kilos 100 par personne et par an. Et les dernières données de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui ont été publiées il y a 1 an ou 2, on est à 1,7 kg par personne et par an, et on est clairement les plus faibles consommateurs en Europe et dans le monde de ces légumes secs. Donc c'est un paradoxe par rapport à tous les bénéfices qu'on va voir ensuite. Alors effectivement, les recommandations qui sont faites concernant ces légumineuses,
On a une incitation assez forte des experts en nutrition à avoir une consommation réelle. Sans insister sur tous les chiffres, vous avez encadré dans le rectangle vert l'exemple du haricot blanc. Et vous voyez qu'une portion de 150 grammes de ces haricots blancs, c'est pas gigantesque, ça peut amener 15% des apports en protéines. Et puis surtout, et peut-être surtout, plus de 40% des besoins en fibres, puisque vous savez qu'on a des recommandations sur la consommation de fibres de 25 à 30 grammes par jour, et que notre consommation moyenne, à vous et moi, et moi également, qui se situe autour de 12-15 grammes grand maximum. Donc vous voyez qu'on est très loin de la recommandation. Et puis les légumineuses, et ces légumes secs en particulier, amènent également, c'est ce qui est écrit en vert en bas de la diapositive, d'autres choses, en particulier des vitamines du groupe B, comme ça a été rappelé dans le propos introductif, un certain nombre de glucides, mais avec des qualités qui sont un faible index glycémique, j'y reviendrai plus loin, et puis des minéraux tout à fait intéressants. Et pourtant, dans le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui en est à sa version 3 en cours et 4 en préparation, on n'a pas les légumes secs présents de manière explicite. Les schémas de pyramide alimentaire qui sont présentés ici ne sont pas directement présents dans le PNNS, et les légumes secs sont classés dans les féculents, avec toute la connotation pas très favorable qu'on peut mettre derrière la notion de féculent. Et puis à côté de ça, on se retrouve avec une augmentation des maladies qu'on appelle chroniques. Il y en a 3 grandes catégories qui sont présentées ici. Le diabète, les maladies coronaires et les AVC. Le diabète en haut à gauche, la maladie coronaire en bas à gauche et les accidents vasculaires cérébraux invalidants en bas à droite. Vous voyez que les courbes sont quand même pas très favorables et que probablement on vit tous un peu dangereusement. Alors, je ne vais pas commenter l'ensemble des données qui sont là-dessus, mais j'attire votre attention sur ce qui est écrit en rouge orangé. Je ne sais pas depuis votre place si vous voyez ça rouge ou orange, mais peu importe. C'est qu'il y a un certain nombre de données scientifiques assez solides qui montrent que la consommation de légumes secs améliore la réponse glycémique, c'est-à-dire la réponse après le repas à la consommation de sucre, notamment chez les sujets diabétiques, mais également chez les sujets sains, c'est-à-dire qui n'ont pas de diabète, et donc serait probablement un contributeur pour éviter le développement du diabète, dont je vous ai montré les courbes d'évolution juste avant. Même chose sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc en gris pour les spécialistes, en haut, vous avez un certain nombre de données scientifiques, mais le message principal, c'est à nouveau ce qui est écrit en orange, enfin en tout cas moi depuis ma place, je le vois en orange sur l'écran. La consommation régulière de légumes secs à travers les études qui sont mentionnées en haut de la diapositive montre, en tout cas suggère très fortement, une diminution globale du risque de maladies cardiovasculaires, pour autant que le régime soit équilibré par ailleurs. Bien évidemment, on n'est pas dans le monde du médicament, on est dans le monde de l'alimentation et de l'équilibre alimentaire. Donc évidemment, ça marche dans un régime vertueux par ailleurs, avec des apports nutritionnels corrects, notamment en lipides. Troisième message qui fait écho aux courbes que je vous ai présentées, la consommation de légumes secs pourrait également contribuer à la régulation de la satiété, c'est-à-dire manger globalement moins, et du coup être un acteur sur l'incidence du surpoids et de l'obésité. Vous savez qu'il y a un pourcentage important de la population en France, et encore en France on est relativement épargné par rapport à nos voisins européens, mais il y a quand même une incidence forte de surpoids et d'obésité dans la population française. Et une fois de plus, les études qui sont mentionnées au-dessus sont assez unanimes sur le fait que la consommation de ces légumes secs contribuerait à limiter le surpoids. Alors, les légumineuses, on a dit oui, on peut les manger telles quelles, effectivement, des lentilles, des haricots secs, des pois chiches, etc.
mais les légumineuses sont aussi des sources d'ingrédients pour l'alimentation, ingrédients qui peuvent être intégrés ensuite dans différentes formulations, et on trouve des farines. Alors, les farines, c'est relativement simple, hein, c'est une mouture avec des teneurs en protéines plus ou moins fortes. Et puis après, par un certain nombre de procédés, on peut augmenter la teneur en protéines pour arriver à des concentrés ou des isolats, et à partir de pois, de févrole, de lupin, etc., qui permettent, encore une fois, d'avoir des ingrédients qui peuvent rentrer dans des formulations de produits, et ces protéines végétales, comme c'est indiqué sur la diapositive, permettent d'optimiser la formulation d'aliments grâce à des propriétés moussantes, émulsifiantes, etc. Par exemple, pour faire des produits qui ne peuvent pas s'appeler yaourt, mais qui ressemblent à des yaourts, ou des choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez simplement que les protéines végétales sont majoritairement représentées par des protéines de soja sur le marché de l'agroalimentaire mondial, mais il y a évidemment tout un autre panel de légumineuses qui peuvent fournir ce genre d'ingrédients. Encore une fois, comme mentionné ici, pois, pois chiches, lentilles, mais il y en a d'autres, lupins par exemple, etc. Alors ces ingrédients, évidemment, ils peuvent aussi être vecteurs de fibres, comme j'ai déjà mentionné, je ne vais pas revenir là-dessus, avec tout le bénéfice qu'on peut associer aux fibres. Mais dans les obstacles, on peut mentionner le goût. C'est quand même le premier verrou, avec ce qu'on appelle des notes, c'est-à-dire des tendances au niveau sensoriel fortes, de verre par exemple, qui ne sont pas toujours faciles à accepter par le consommateur. Et puis, pour formuler et introduire ça dans des préparations, il y a quelques difficultés par rapport à ce qu'on connaît et qui marche très bien depuis plus longtemps, avec des protéines d'origine animale, qu'elles soient issues de lait, d'œufs, ce qu'on appelle les ovoproduits, gélatine, etc. Voilà, et je repasse la parole à mon collègue. Donc maintenant, on aborde la deuxième partie. Parce que vous avez vu, on connaît beaucoup de choses et finalement, ça ne bouge pas. Et donc, pour essayer de voir quel levier un petit peu il faut changer, à la fois dans l'agriculture et l'alimentation, on va revenir sur les grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et la plupart, vous les connaissez. Et il y a un peu un consensus actuellement pour dire que les grandes crises qu'on observe aujourd'hui, alors le changement climatique, on entend parler tous les jours, est-ce qu'on va réussir à se contenir aux 2 degrés ou pas? La dégradation des ressources, c'est-à-dire la pollution, que ce soit de l'air, de l'eau, la dégradation des sols, en bas vous avez une photo d'érosion. On parle aussi de déforestation, c'est une réalité au Brésil et en Argentine, pour accroître les surfaces en soja que les pays européens importent pour nourrir des animaux. Vous avez aussi toutes les questions autour du bien-être animal, et puis comme ça a été évoqué par Jean-Michel tout à l'heure, les maladies chroniques. Il y avait 3 courbes, je vous rappelle que ces maladies augmentaient, y compris chez les plus jeunes ou les gens de classe d'âge moyen. Et maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'il y a une interdépendance entre ces crises. C'est-à-dire vouloir résoudre les pollutions sans s'intéresser à la déforestation, ça se trouve, on va accroître, vouloir réduire l'effet du changement climatique chez nous, on risque d'accroître la déforestation. Et donc ça pose la question de changement de système agricole, la façon dont on cultive les plantes et dont on élève les animaux, pour avoir une alimentation aussi durable, pour nous et pour nos enfants. Juste un petit zoom sur ce qu'on appelle le dépassement des limites de la Terre. Donc c'est un indicateur très simple qui montre que quand on est dans le rouge, on a dépassé les limites de la Terre. Et vous le voyez, c'est pour vrai en bas à gauche sur la biodiversité. Vous avez entendu parler de l'effondrement de la biodiversité. Et ce n'est pas que les éléphants en Afrique, c'est aussi les oiseaux chez nous. Et certains organismes vivants sont utiles pour l'agriculture. Vous avez en bas à droite ce qu'on appelle le cycle de l'azote. C'est-à-dire qu'on apporte des quantités importantes d'azote pour faire pousser les plantes. Et une partie part dans les nappes et les océans, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, et l'autre partie part dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique, qui est le triangle rouge que vous avez sur le haut.
Et puis, il y a des situations un petit peu d'alerte sur l'acidification des océans, la déforestation. Donc, le très important à retenir, c'est que ce jour des dépassements de limites de la Terre, il s'accélère. C'était à Noël en 71. Et l'an dernier, c'était déjà le 2 août. C'est pour ça qu'on parle d'une grande accélération. Si on regarde à l'échelle de l'humanité, entre les années 1950 et 2000, c'est là que tout a commencé à s'accélérer. Et on dit qu'on est dans une nouvelle ère, et le changement, il est pallié à des phénomènes externes. C'est nous, les hommes, donc c'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, qui sommes acteurs de ce changement. Et pour partie, on retrouve là les fertilisations azotées, les pesticides qui ont été multipliés par 4 en l'espace de 50 ans, le CO2, la population mondiale et la biodiversité qui s'est effondrée. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est la rapidité des changements. Pour comprendre maintenant en quoi les légumineuses peuvent jouer un rôle clé, il faut faire un détour sur les protéines animales et végétales. Quand on se nourrit, il y a des micronutriments, il y a des glucides, les sucres, il y a les lipides et les protéines. Et je vais l'illustrer de 3 manières. Ici, c'est en bas, en abscisse, c'est les calories qu'on consomme. En ordonnée, c'est les protéines, les calories animales. Et puis, vous avez un certain nombre de traits, ce sont les pays. Et c'est l'évolution sur une vingtaine d'années, je crois, dans les pays. Donc, vous avez des flèches montantes. Ça veut dire que quand c'est horizontal, ça veut dire qu'on consomme plus de calories. Et pour certains, quand on est moins de 2000 calories ou 2300, c'est fondamental. Quand on est au-dessus, c'est comme des signes de gaspillage. Et plus on est vers le haut, plus la part de calories animales est importante. Et généralement, plus les pays sont riches, et vous voyez la France, les pays occidentaux sont en haut à droite, et les pays comme plutôt plus pauvres sont en bas à gauche. Donc plus les pays sont riches, plus ils consomment de calories, et plus la part des calories animales est importante. Un autre grand changement dans les 50 dernières années, c'est le commerce international. Pour le blé et le soja, ça a été multiplié par 7. Ce n'est pas le soja produit chez nous, c'est le soja qui vient d'Argentine et du Brésil, qui correspond en partie à la déforestation et qui sert à nourrir les animaux. Autre flash, ici vous avez la représentation de la surface agricole française, c'est-à-dire hors forêt. C'est 26 millions d'hectares. Sur votre gauche, en vert, ce sont des prairies. Et sur la partie droite, en jaune, en haut, ce sont les céréales. Et en bas, en violet, ce sont les oléoprotagineux, que tout à l'heure vous avez vu sur la carte simplifiée, c'est-à-dire le colza et le tournesol. Et ce qu'il faut voir, c'est que la partie qui est rayée ici sur les céréales, c'est ce qui sert à l'alimentation humaine. Par contre, ces céréales-là, elles servent à l'alimentation du bétail, le maïs en silage aussi, et ces oléoprotagineux aussi. Et pour nous, donc, il y a les 2/3 de la surface agricole française qui servent à nourrir les animaux. Et on importait, dans les années 2000, c'est un peu moins maintenant, l'équivalent de 2,4 millions d'hectares sous forme de soja. Donc notre système alimentaire français, mais comme dans les pays européens, plus de la surface utilisée sert aux animaux, donc bovins, ovins, tout ce qui est poules et porcs. Et c'est là en partie du problème, parce que une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, ça provient des animaux. En haut, vous avez en jaune le gaz carbonique, et finalement c'est très faible. C'est bien moins c'est que 8%. C'est la consommation d'énergie dans les tracteurs. Vous avez en violet, c'est le méthane, le fameux méthane, dont le pouvoir de réchauffement est à peu près 30 fois celui du gaz carbonique. Et là, c'est 41% des émissions de gaz à effet de serre. Et sur la partie gauche, en vert, donc c'est le protoxyde d'azote, c'est-à-dire la moitié. Et ça, c'est essentiellement les émissions, donc la volatilisation de l'azote, de l'engrais qui est apporté sur les sols agricoles, ou bien des déjections animales. Donc, vous voyez déjà la contribution au changement climatique, outre la déforestation dont j'ai parlé, mais déjà chez nous, ça provient pour beaucoup de l'élevage. Maintenant, un petit flash sur notre alimentation. Vous avez
3 catégories de prairies. La viande rouge, les autres productions animales, à savoir c'est tout ce qui est lait, le porc, les poules, et en bas les produits végétaux. Et on les caractérise, là, on compare les quantités de gaz à effet de serre, ici, ou bien le nombre de mètres carrés qu'il faut pour produire 100 grammes de protéines animales. 100 grammes de protéines, pardon. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce schéma? C'est que même les productions animales pour la viande qui sont les plus efficientes, c'est-à-dire celles qui utilisent le moins d'espace et qui émettent le moins de gaz carbonique, elles en émettent plus que les produits végétaux pour produire la même quantité de protéines. Et qu'en gros, les émissions de gaz à effet de serre sont 10 fois plus importantes pour des émissions pour produire des protéines animales que pour produire des protéines végétales. Ça, c'est une donnée, et ça, c'est surtout important pour la viande de ruminants, ça l'est moins pour les œufs, la viande de poulet et de porc. Et donc, les légumineuses qui sont ici, elles sont plus performantes que les céréales, et beaucoup plus performantes, en tout cas, que le sont les produits animaux, notamment la viande. Alors, dans la réalité, je simplifie beaucoup parce qu'il y a des avantages à l'élevage, notamment lorsque les porcs et les volailles utilisent ce qu'on appelle des coproduits, des sous-produits d'industrie qui ne rentrent pas en compétition avec l'alimentation humaine, ou bien lorsque les ruminants, c'est-à-dire les vaches et les ovins, consomment de l'herbe, donc sur des surfaces qui ne peuvent pas être labourées, et donc dans ce cas-là, ça ne rentre pas en compétition avec l'alimentation humaine. Mais lorsqu'il y a compétition pour l'alimentation humaine, c'est bien les données qu'il nous faut avoir en tête. Ici, on compare différents régimes végétariens, méditerranéens, ou le régime actuel, en termes de quantité de gaz carbonique par jour. En moyenne, dans les pays occidentaux, on émet par notre alimentation l'équivalent de 5 kg de CO2 par jour. Mais une enquête récente, à laquelle a participé l'INRA, autour du Nutrilett, montre que parmi nous, il y en a qui émettent, en fonction de leur régime, qui émettent autour de 2 ou 3 kg de gaz carbonique, et d'autres qui en émettent 8 ou 9. Et c'est directement lié à la consommation de viande. Donc, si je résume par rapport au changement climatique, on a vu tout à l'heure que si on remplace une partie des céréales par des légumineuses, on va économiser, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 15%. Mais si on change notre régime alimentaire, l'effet est beaucoup plus grand, puisqu'on peut passer, mettons, de 8 kg à 4 kg de gaz carbonique par jour. C'est-à-dire on divise par 2, ce n'est pas une question de 10%, c'est bien plus important. Donc, oui, merci. Repenser les relations entre l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'alimentation et la santé, c'est le défi qui est devant nous et que vous connaissez. Alors effectivement, les enjeux pour les légumineuses aujourd'hui, pour l'alimentation, c'est que pour l'alimentation humaine, on a capacité de remplacer une partie, je dis bien une partie, tout est question d'équilibre. Il n'est pas forcément question de substitution totale. Une partie des protéines d'origine animale par des protéines végétales, et je pense que les arguments qui ont été développés par Michel il y a 2 minutes sont assez convaincants. Et puis également pour l'alimentation animale, Michel a évoqué les importations de soja d'Amérique du Sud notamment. On peut avoir une réduction forte de la dépendance aux tourteaux de soja notamment, en misant sur le développement de la culture de légumineuses à graines produites en France pour les porcs et les volailles, les animaux qu'on appelle monogastriques, c'est-à-dire qui ont un estomac à un seul compartiment comme vous et moi, et puis le développement de prairies avec des légumineuses pour les ruminants, bovins, ovins, qui ont été mentionnés, et ainsi réduire les impacts qu'on peut avoir et qui ont été décrits il y a 2 minutes. Alors, après, se pose effectivement un certain nombre de questions sur le remplacement d'une partie, et l'important c'est bien une partie, des sources de protéines animales par des protéines végétales. Alors,
On évoque des facteurs dits antinutritionnels, c'est une dénomination qui vient beaucoup de l'élevage. Il y a tout un débat là-dessus sur un certain nombre de composés qui peuvent limiter l'absorption des protéines ou des minéraux, etc. Mais souvent, les procédés technologiques qui commencent par la cuisson limitent fortement les activités de ces facteurs antinutritionnels, et certains aussi, aux doses auxquelles on les consomme, des effets plutôt bénéfiques. Je pense aux polyphénols, par exemple, qui ont des propriétés antioxydantes. Se pose la question de la digestibilité, c'est-à-dire de la quantité de protéines réellement absorbées et disponibles pour l'organisme, qui est souvent un petit peu inférieure à la digestibilité des protéines animales, mais vu les quantités consommées, on ne court pas grand risque, en tout cas dans les pays développés. Se pose la question de l'équilibre entre les différents acides aminés. En fait, les protéines, il faut voir ça un peu comme un collier avec des perles, et chaque perle est un acide aminé. Et pour certaines de ces perles, il faut absolument les consommer parce qu'on n'est pas capable de les fabriquer. Mais l'alimentation permet, par le jeu d'association, par exemple céréales et légumineuses, c'est ce que vous trouvez dans des plats traditionnels comme le couscous et bien d'autres, permet de corriger ça. Il y a des questions sur l'impact sur la santé humaine, mais je l'ai déjà évoqué précédemment. Et puis la possibilité d'incorporer ces légumineuses dans des préparations nouvelles, et c'est là le cœur de l'innovation, et les linéaires commencent à se développer un peu autour de ça. On a une possibilité d'incorporer des légumineuses autrement que faire tremper les lentilles, comme ma grand-mère, 48 heures avant de les cuire. Donc ces légumineuses, c'est une source de protéines végétales importante pour contribuer à la transition alimentaire et donc augmenter cette consommation de protéines végétales avec une réduction concomitante de la consommation de protéines animales. C'est toujours quelque chose qui est recommandé par les nutritionnistes, par les économistes aussi, parce que 1 kilo de légumes secs et 1 kilo de viande, même si ça apporte pas la même chose quand vous allez faire vos courses, c'est clairement pas le même prix. Et puis sur les aspects environnementaux, je pense que ce qui a été dit par Michel précédemment était très illustratif. Alors, on entend souvent parler d'effets indésirables comme la flatulence. C'est lié à un certain nombre de composés qui sont effectivement présents dans la plupart des graines, mais il y a un certain nombre de techniques assez simples, et en termes de cuisson notamment et de préparation en règle générale, qui permettent de réduire ça. L'utilisation d'épices permet également de réduire ça. Donc il y a des recettes quelque part et des savoir-faire qui permettent d'effacer un peu cette question d'inconfort digestif qui revient assez souvent et qui colle un peu à la peau des légumes secs, alors qu'on peut contourner la difficulté. Donc l'intérêt pour la santé, c'est que tout le monde recommande cette consommation, donc il y a une position consensuelle, donc c'est quand même assez fort. Attention, la France est loin d'être autosuffisante en légumes secs. Alors je vous ai dit qu'on en consommait très peu et qu'on est un très mauvais élève en termes de consommation, mais en plus on en importe 80% de ce qu'on consomme. Donc vous voyez que la marge de progrès est quand même très significative. Je vous ai rappelé l'intérêt sur la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques, et Michel l'a rappelé également. Diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, certains cancers également. Des solutions pour éviter les questions d'inconfort. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est que dans des études qui ont été faites par un groupe d'études sur les protéines végétales, il y a une perception positive de ces protéines chez les consommateurs. Et donc c'est probablement quand même un coin de ciel bleu dans l'horizon des légumes secs. Bien, donc vous voyez, avec le diagnostic qui vient d'être fait, l'enjeu c'est bien d'assurer une transition à la fois dans l'agriculture, parce que donc on voit que les légumineuses sont un levier important, mais on n'en consomme pas assez, et le peu qu'on consomme, on ne le produit pas. Donc c'est pour ça que il y a une transition, on parle d'aller d'un point à un autre, c'est des changements importants qu'il faut assurer. Et le problème, si ça ne se passe pas, c'est que peut-être on n'a pas une vision globale des difficultés
et des atouts des légumineuses. Et donc, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est de voir comment on peut travailler, représenter les légumineuses pour voir leur impact sur ce qu'on appelle la santé humaine. Jean-Michel vient d'en parler. Comment on peut le prendre en compte. Et puis comment on peut le prendre en compte aussi sur la santé des écosystèmes. Et vous voyez qu'ils sont divers. Je rappelle, en haut à gauche, sur la santé des écosystèmes, c'est la fertilité des sols, c'est l'érosion lorsque les légumineuses sont utilisées entre deux cultures principales, ce qu'on appelle les plantes de couverture. Et à un niveau régional, ce sont les marées vertes. Par exemple, en Bretagne, les marées vertes, c'est lié à un excédent d'azote ou à une trop forte concentration de l'élevage. Ce sont aussi les gaz à effet de serre et puis la déforestation. Et donc l'idée, c'est que si vraiment, pour aller au-delà des frémissements, comme on disait ces 2 derniers jours, c'est-à-dire qu'on observait des petits changements, si on veut faire la transition, c'est passer à la vitesse supérieure. Et bien, l'idée, c'est qu'il faut intervenir finalement simultanément dans 3 domaines. En haut à gauche, c'est plus de légumineuses dans les champs, en agriculture, mais aussi dans les paysages. Et il faut faire moins, mais mieux d'élevage. C'est-à-dire moins, parce qu'il faut changer la proportion de protéines animales qu'on consomme. Et mieux, ça peut être des formes d'élevage qui sont moins impactantes sur l'environnement, comme pour les ruminants d'élevage à l'herbe. Et ce qu'il faut montrer, que ça peut être gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'au-delà des avantages que j'ai indiqués, il y a des choses qui sont a priori auxquelles on ne pense pas, par exemple la fertilité du sol et l'érosion. Et en haut à droite, c'est d'avoir une moindre dépendance aux protéines importées, aux protéines de soja, et puis aussi une meilleure répartition de l'élevage dans les territoires. Donc l'élevage, c'est à la fois la quantité d'animaux, de nombre d'animaux, mais c'est leur répartition. Si tout est concentré, comme c'est le cas en Hollande ou en Bretagne, il y a des surplus considérables, et ces surplus, ils partent soit dans l'air, soit dans la nappe et dans l'océan. Donc il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il faudrait déconcentrer l'élevage et associer dans des petits territoires agriculture et élevage. Et puis enfin, c'est plus de légumineuses dans notre alimentation, comme c'était dit. Mais il faut arriver à faire ça simultanément. Alors pour ça, il y a un certain nombre de freins. Et notre idée, j'en prends une phrase d'Einstein là, c'est de dire que ce qu'on observe actuellement, c'est le résultat de notre niveau de réflexion, des lunettes qu'on a utilisées. Et que les problèmes forts dont on parle sur le changement climatique et les autres choses, c'est que ça ne va pas être résolu à ce même niveau. Donc, c'est quel changement de lunettes faire? Alors déjà, je vais vous raconter une petite anecdote pour bien comprendre. C'est l'histoire de la vache bleu-blanc belge. Vous l'avez au milieu. La particularité, c'est qu'elle a un gros arrière-train. Et que c'était très à la mode dans les années 50. Puis progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 2 ou 3 inconvénients majeurs. C'est que cette vache, comme elle est cularde, comme on dit, elle ne peut pas marcher, donc elle ne va pas au pâturage. C'est pas très bon pour le bien-être animal. Elle ne peut pas mettre bas naturellement, il faut une césarienne à chaque fois, ce qui n'est pas très bon pour le bien-être animal. Et puis, elle émet beaucoup d'azote dans l'environnement. Donc on se dit, pour le bien commun, il faut absolument avoir d'autres productions de viande. Et en fait, plusieurs collègues ont montré que malgré ce bien commun, ça ne peut pas changer, ou c'est difficile de changer, parce que tous les corps de métier qui sont concernés, individuellement, n'y ont pas d'intérêt. Les chercheurs aussi sont concernés. Leur métier, c'était faire de la génétique pour avoir un arrière-train encore plus gros. Les sélectionneurs, ils vendent de la semence qui favorise ce système. Les éleveurs, ils sont habitués à ce mode d'élevage. Les vétérinaires, c'est super parce qu'il y a une césarienne à faire à chaque vélage. Les bouchers, c'est rentable parce qu'il y a un gros arrière-train, donc il y a un fort rendement en viande. Et puis le consommateur, il a pris l'habitude de couper sa viande sans couteau, la fourchette suffisait. Donc on dit que le système est verrouillé et donc il faut des changements concomitants. Et actuellement, pour les grands enjeux dont on vous a parlé, pour faire la transition agricole et nutritionnelle, c'est la même chose. Il faut des changements concomitants dans plusieurs corps de métier.
Et il faut aussi que le consommateur change. Et dans cette salle, nous sommes tous consommateurs et citoyens. Et parfois, nous sommes acteurs du système, comme Jean-Michel et moi, parce que nous sommes chercheurs et nous sommes aussi concernés. On peut contribuer aussi au verrouillage du système. Je vais passer rapidement. Là, il y avait... Parce que l'image, je pense, est suffisante, mais il faut savoir que dans le domaine de l'agriculture, en général, ces études sur les verrous ont été faites, et j'en cite une en particulier, c'est l'évolution de l'agriculture, pas que française, européenne, occidentale, c'est le raccourcissement des rotations, ce qui explique qu'on a 4 cultures dominantes, comme j'ai présenté en France, et pouvoir en introduire une 5e ou une 6e, surtout si elles sont mal connues, il y a forcément un blocage. La spécialisation des régions, comme je l'ai dit, la Bretagne pour l'élevage, la Beauce pour les céréales, c'est aussi un verrou. Et c'est pas évident, il ne s'agit pas d'accuser, c'est pas évident de changer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les verrous au changement, ils sont d'ordre de la cognitif, réglementaire, technologique, social, culturel et économique. Ils sont multiples. Et s'il n'y a que des frémissements qui ne sont pas à la hauteur des enjeux importants, je rappelle que pour 2050, la France, comme les autres pays européens, s'est engagée à diviser par 2 ces gaz à effet de serre. Et donc, ça concerne les transports, l'énergie, mais ça concerne l'agriculture. Et c'est pas de mettre des légumineuses, ça ne va pas suffire. C'est vraiment changer aussi notre régime alimentaire. C'est changer énormément de choses. J'avais d'autres illustrations sur le verrouillage spécifique aux légumineuses. Mais par exemple, j'en prends un au hasard, c'est le marché de l'alimentation animale. Il s'est structuré avec des importations. Les politiques publiques, les externalités, ce qu'on appelle négatives de l'agriculture, le fait que ça pollue, c'est pas pris en compte. Avec les légumineuses, on réduit ces pollutions, mais il faut changer la réglementation. Jean-Michel l'a dit, par exemple, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, jusqu'à peu classer les légumineuses comme des féculents. C'est pas attractif du tout pour le consommateur. Et puis, on l'a vu d'ailleurs au cours des journées ici, le consommateur, il est aussi acteur, il contribue au verrouillage de ce système, il a des habitudes, et il y en a qui veulent manger la viande tous les jours, à tous les repas. Et donc, c'est important de savoir que si on en consomme... Et donc, voilà tous les acteurs qu'il faut changer, doivent changer leur façon de faire. Les agriculteurs en haut à gauche, les acteurs des filières et les politiques publiques en haut à droite, mais aussi les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs en bas à gauche. Donc on approche de la fin. Ce que je veux rajouter, c'est un point très important. Parce que quand on parle de changement, on se dit plus de légumineuses, moins de viande. C'est ce qu'on appelle les aspects matériels, c'est la petite pastille en jaune. Mais il faut aussi changer les compétences. Il faut acquérir de l'information. C'est la petite pastille ronde rouge. Mais aussi, il faut changer les conventions, les habitudes. C'est la petite pastille bleue ou jaune, peu importe. Et souvent, si on voit le problème, comme pour les voitures, c'est-à-dire passer de la voiture au vélo, ce qu'on appelle la substitution, eh bien, ça ne peut pas marcher pour les légumineuses, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut, parce que on voit qu'il faut des changements concomitants, c'est pas que le mode de transport, là, c'est dans l'agriculture, dans la fabrication des aliments, la transformation, dans la distribution et dans nos habitudes alimentaires. Il faut changer ça de manière concomitante. Donc je représente un petit peu, par quelque chose de très schématique, ce que ça signifie. Donc c'est bien réviser en profondeur. Et donc ça suppose, par exemple, que les gens qui ont des responsabilités sur les céréales travaillent avec ceux qui ont des responsabilités sur, pour les légumineuses, mais travaillent aussi avec les gens qui ont les politiques, qui ont les responsabilités sur l'alimentation et sur la santé. Mais actuellement, ne serait-ce qu'au ministère, on a des ministères séparés. Il y a l'agriculture, il y a l'écologie, l'environnement et la santé. C'est 3 ministères. Et ça, à l'échelon local, c'est pareil. Et même dans la recherche, à l'INRA, on a 3 piliers, l'agriculture, l'environnement, l'alimentation. Il faut amplifier les travaux. Donc ça concerne les politiques publiques, ça concerne la recherche et ça concerne tous les acteurs économiques. Et ça suppose aussi d'être beaucoup plus dans la prévention. Parce qu'actuellement, on a trop tendance, dans le domaine de l'alimentation, à dire c'est pas un problème,
puisqu'on a des médicaments pour guérir les maladies. Dans l'agriculture, on peut dire aussi, c'est pas un problème, si on pollue un peu trop, on traite, on récupère les déjections animales, on fait un tas de choses. Mais ça, c'est pas... Il faut aller beaucoup plus dans le sens de la prévention. Et donc, pour presque terminer, c'est de dire qu'il faut construire ce que j'appelle de nouveaux récits, de nouvelles histoires qui arrivent à relier les grands défis qu'on a parlé, changement climatique, pollution, maladie. Il faut trouver du sens à relier ces éléments. Et les légumineuses sont un des nœuds, que ce soit pour les productions végétales et pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. C'est un moyen de défaire ces nœuds, donc de ne plus raisonner en silo. Et pour terminer, quelques diapos avec Jean-Michel. Quelques diapos. Donc pour terminer, je vous disais, on est un mauvais élève, notamment en termes de consommation, mais comme disait Michel, on en consomme peu et on les produit même pas. Il y a d'autres pays qui font mieux. L'exemple typique, c'est le Canada. Vous voyez les courbes sur les surfaces ensemencées en légumineuses au Canada. La courbe parle d'elle-même, en haut à gauche. Et évidemment, les surfaces ensemencées en blé suivent la courbe inverse. Et c'est quand même, ça montre que le champ des possibles existe et que peut-être il faut s'inspirer d'autres exemples. J'ai abordé tout à l'heure la perception des consommateurs, mais effectivement, le message est celui-là. Je mentionnais le GEPV, qui est le groupe d'études sur les protéines végétales. Alors, les sources de protéines végétales sont souvent perçues comme difficiles à identifier parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière, mais la perception est positive. Alors, peut-être par le terme protéine, peut-être par le terme végétal, peut-être par l'association des deux. Et que du coup, l'incorporation de ces protéines, qui peuvent venir évidemment de ces légumineuses dont on a parlé ce soir, sont perçues comme assez acceptées positivement, plus facilement dans des produits plats préparés, traiteurs, etc., ou des produits de panification, que dans des produits carnés ou simili-carnés, ou de la charcuterie, qui d'ailleurs peut pas s'appeler charcuterie, ou des produits laitiers qui, je disais tout à l'heure, des yaourts qui peuvent pas s'appeler yaourts pour des raisons réglementaires. Mais il y a une perception positive du consommateur et c'est sûrement une des opportunités sur laquelle la communication doit se pencher. Alors par un certain nombre de médias, la presse féminine, parce que c'est une cible qui est quand même assez réceptive à ce type de message, mais également la presse médicale, les médias, les écoles, les cantines scolaires, etc., qui sont probablement des leviers d'éducation assez majeurs pour initier et renforcer les changements que Michel a évoqués. Inciter effectivement les autorités de santé, parce que je pense que ce que Michel a dit sur la séparation du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Santé et de la Transition écologique, montre bien qu'on a 3 ministères pour traiter la question qu'on vient d'évoquer en quelques minutes avec vous. Mais il faut bien mettre les légumes secs dans les sources de protéines, ce qui est le cas par exemple au Canada justement, et pas les laisser dans les féculents avec toute la connotation négative qu'on peut mettre autour de ça. Et penser que on peut mettre des légumineuses ou des fractions de légumineuses dans un tas de préparations et que la viande à tous les repas, comme disait Michel, c'est pas forcément une nécessité absolue. Voilà, donc juste pour vous mentionner que dans certains pays, les légumes secs existent bien dans la pyramide alimentaire. Vous voyez, aux États-Unis, dès 1992, la viande et les haricots sont mentionnés comme étant des sources de protéines. La dernière pyramide ou assiette d'ailleurs de 2011 montre bien les aliments sources de protéines, et les légumes secs sont présents dans la même catégorie que les viandes, les œufs et la volaille. Voilà. Il y a également la formation, et là j'ai repris un exemple d'idées recettes et d'astuces culinaires qui a été publié dans une plaquette à l'issue d'un programme de recherche coordonné par notre collègue Marie-Hélène Geoffroy. Ça fait partie, la formation, l'éducation à développer la consommation de ces légumes secs. Et puis donc initier un cercle vertueux, c'est construire un nouveau récit. Et vous voyez, où il y a des croix rouges, c'est pas forcément les messages les plus
les plus pertinents. Mais par contre, et c'était le slogan des journées qui se terminent, les légumineuses, des plantes d'avenir pour la terre et les hommes. Et on espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt de ces légumineuses, aussi bien pour la planète que pour vous-même. Et pour terminer, donc j'ai repris ici quelques titres de plaquettes qui avaient été publiées justement par la FAO en 2016. Les légumineuses et la sécurité alimentaire, les bienfaits pour la santé, les avantages nutritionnels, et puis 10 bonnes raisons pour les consommer. Donc vous voyez que vous pouvez y aller, tous les feux sont ouverts, et on vous remercie tous les deux pour votre attention. Merci Michel et Jean-Michel pour cet exercice de pédagogie pour expliquer ces enjeux qui touchent donc aussi bien l'agriculture que l'alimentation, et surtout il faut avoir cette vision des deux pour arriver à saisir comment on peut développer ces légumineuses. Donc nous avions prévu un temps d'échange avec la salle. Toute question est la bienvenue, que ce soit des questions d'éclaircissement, parce que vous êtes peut-être parmi vous des personnes qui connaissaient pas du tout cette question des légumineuses. Si vous voulez qu'on réexplique des éléments, si vous voulez qu'on revienne sur certaines dimensions, la parole est à vous et toute question est la bienvenue. Jean-Michel, explique-moi comment le Canada abandonne donc les céréales, si je comprends bien. Donc il y a une courbe baissière, et pour que les légumineuses se positionnent par une courbe haussière. Est-ce que ça veut dire qu'ils perdent de l'argent? Quel est le choix qui est fait par la société? Je vais laisser Michel répondre, mais je ne pense pas qu'il perde de l'argent vu le volume exporté de légumineuses produites au Canada. Mais je vais laisser Michel répondre, s'il a la réponse. Je ne pense pas avoir la réponse. D'ailleurs, dans notre colloque ce matin ou cet après-midi, on a dit qu'il fallait aller voir au Canada pourquoi ils avaient réussi à déclencher un tel changement. C'est massif. Alors qu'en France, on en parle, et en Europe depuis 10-20 ans, et ça frémit, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du point de vue de business, ça marche. C'est pas fait à perte. Mais, donc je fais une hypothèse, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience des avantages un petit peu systémiques en cascade de l'introduction des légumineuses, qu'on n'a pas encore cette personne. Donc, vous avez vu, les enjeux sont multiples, à la fois sur la nutrition, mais aussi sur l'environnement global et sur l'environnement local. Et peut-être, mais il faut que parmi nous, certains y aillent ou lisent la littérature adéquate, mais je l'ai pour savoir quel était véritablement le moteur. Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, économiquement, ça marche. Et Hervé. Oui, merci. J'ai fait un peu de provoque. On est tous d'accord de dire que les légumineuses, c'est un potentiel intéressant. Et j'ai l'impression qu'on est sur un beau bateau, un pétrolier. On va dans le mur, on ne sait pas qui pilote. Et si on change pas de direction, ça va pas le faire. Alors, on a de bonnes intentions, on est tous d'accord. Et je vais continuer dans la provoque par rapport à une diapo de Michel. Tu as dit en France, le blé, ça sert à faire manger des hommes. C'est faux. Le blé, ça sert à faire du commerce. Parce qu'en fait, on produit, bon an mal an, 1 tonne de blé par habitant et par an en France. On en consomme moins de 100 kilos. On en met 5 millions de tonnes à faire des agrocarburants. On en met 5 millions de tonnes à faire de l'amidon, dont plus de la moitié est exporté et ne sert à rien, enfin surtout pas à être mangé. Et je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on soit conscient de ça. On a un comportement de riche. Et pour revenir au Canada, alors j'ai pas l'explication. Je connais quelques personnes au Canada. C'est pas désintéressé ce qu'ils font, mais je pense qu'ils gagnent plus d'argent à vendre des pois qu'à vendre du blé. Et c'est peut-être la première raison. Là, je m'appuierai un petit peu sur les travaux qu'a fait Marie Benoît, parce que je corrobore ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai passé rapidement sur une diapositive en disant qu'il y avait été fait le choix, il y a quelques décennies, de produire des céréales pour les vendre. Et justement, c'est très bon ton exemple. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Tout le monde est d'accord qu'il faut changer. Mais si on regarde par domaine, alors les céréaliers vont dire, bon, on va produire un blé plus propre.
Donc on active la génétique, l'agriculture de précision, et effectivement, il va y avoir un tout petit peu moins de pesticides, un petit peu moins de ceci, mais c'est pas à la hauteur des enjeux. Puisque je rappelle qu'au niveau du changement climatique, quand même, c'est dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, c'est un facteur 2, il faut diviser par 2. Et il est sorti hier un rapport de l'IDRI pour tous les secteurs économiques, et on montre qu'en agriculture, finalement, comme dans d'autres secteurs, durant les 3 dernières années, on est un petit peu déraillé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'optique de baisse, donc on n'est pas parti. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de l'ampleur des changements qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, je m'appuie sur ce que tu disais, mais j'y souscris, que améliorer, même que si je reprends l'enjeu changement climatique, quoi, c'est quand même déjà, c'est déplacer des masses de produits différemment. C'est-à-dire, j'ai parlé du soja, mais comme tu as raison, c'est pas tout blé. La moitié de la surface française, c'est du blé, hormis les prairies, quoi. Donc ce n'est pas tenable, quoi. Vous avez vu les petits points pour voir les petits pois tout à l'heure. Et ça, il faut le dire haut et fort. C'est un changement de braquet. Alors après, ça peut se faire sur le temps long, mais au moins, il faut que la stratégie, l'objectif soit clair, parce que ça sera difficile. Comme tu dis, c'est un paquebot, quoi. Donc il faut une stratégie claire et après hiérarchiser les objectifs. Je pense que Marie-Benoît pourra peut-être compléter, mais effectivement, si on ne fait rien, on va être dans un changement brutal. Et alors, pour répondre aussi à Jean-Michel, si on fait un bilan global, la France est excédentaire en protéines. Oui, tout à fait. Sauf qu'on produit du blé pour le vendre et on importe du soja, on importe même des légumineuses pour les consommer. Il y a un paradoxe quand même. Tout à fait. La France est exportateur net de protéines via les volumes de blé qui partent par nos cargos sans aucune valeur ajoutée, parce qu'il y en a une bonne partie qui part sortie de silos sans aucune transformation et sans valeur ajoutée. Oui, je réfléchissais à ce système. C'est ce système globalement verrouillé. Et dans le fond, en m'interrogeant, c'est le global. Et je pense que là encore, on est dans une approche globale, avec des grands défis globaux. Mais je pense que le tour de table précédent, et une des choses qui m'a frappé dans le tour de table précédent, c'est tout d'un coup de faire référence à des terrains et à du pragmatisme et l'émergence de ce qu'on appelle les systèmes alimentaires territorialisés. Ça nous renvoie au local. Et donc je me demande si la grande rupture de paradigme, y compris pour nous, la recherche agronomique, va pas être de reprendre la question alimentaire sur les bases locales. Et du coup, pour les légumineuses, la grande rupture, c'est qu'on va pas pouvoir faire avec une ou deux espèces. Il va falloir mobiliser, en gros, mobiliser la diversité dont on a parlé, mais aussi la diversité des acteurs impliqués. Et du coup, j'ai tendance à penser que poser la question des légumineuses dans les perspectives globales, c'est la poser dans l'extrême complexité de ce qui va devoir se passer localement. La chance qu'on a, c'est que du coup, il y a des références d'expérience locale. Le Tarbais a survécu à la Révolution verte, il est toujours là. Le haricot a été réintroduit à Castelnaudary. Des bassins, des foyers. Et comment travailler sur ces foyers dans leur diversité d'acteurs et comment bâtir le réseau que tu nous as montré pour les bicyclettes, ou du moins. Comment bâtir? Est-ce que du coup, c'est pas construire le réseau de ces bassins de petite échelle et la dynamique interdisciplinaire, interacteur à mobiliser à l'échelle de ces points et du réseau? Non, tu as tout à fait raison, parce qu'on voit déjà, c'est bien un réseau en ce sens que ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne aussi les industries d'amont et d'aval, et la transformation, distribution et consommation. Et on a vu, il y a des exemples emblématiques où ça marche, ça se fait dans les territoires. Il y a eu, par exemple, l'expérience de la coopérative près de Montauban qui s'appelle Calisol, qui a développé une filière de légumineuses à graines, notamment lentilles et pois chiches, et ça se vend sur le marché toulousain d'abord. Et je crois que le marché n'est pas saturé. Si on va à Dijon, ça va être autre chose. Si on va... Et donc, alors, les grands principes, je pense qu'ils sont maintenant connus, mais l'ingénierie, en quelque sorte, le mettre, ces principes en action, ça va passer au niveau des territoires. Ça ne peut pas se décréter de Paris. Ceci dit, ça ne dispense pas quand même de grandes orientations politiques. Mais après, c'est aux acteurs d'un territoire. On a vu des exemples aussi tout à l'heure avec les cantines scolaires. Et les cantines scolaires, elles ne s'approvisionnent pas
au bout du monde. Ça cherche souvent à tirer l'agriculture locale. Donc ça passe, soit c'est des groupes d'agriculteurs qui veulent rentrer dans cette transition, soit ça vient de consommateurs ou de groupes de consommateurs, ou bien de la restauration collective, les cantines, qui se structurent pour changer les régimes alimentaires pour entrer dans un cercle plus vertueux et ce qui tire l'agriculture locale. Donc ça peut venir de l'agriculture ou du monde de la consommation. Oui, je crois que pour compléter, avant de passer la parole à la salle, je souscris évidemment à ce qui vient d'être dit. Il faut bien penser que il faut pas que tout soit décidé d'en haut, parce qu'effectivement les fausses bonnes idées peuvent arriver très vite. Exemple, on veut des produits bio dans les cantines et comme on les produit pas, on les importe. Donc il faut quand même mettre en adéquation l'ensemble du système. On revient à ce qui a été exposé précédemment, c'est que il faut que tout le système soit bien en musique et Michel d'ailleurs tout à l'heure disait il faut réunir l'orchestre, mais la partition n'est pas écrite, mais je crois que c'est vraiment ça l'image. Françoise, il y a un monsieur aussi qui a levé la main. Oui, bonjour. Nous sommes donc deux agricultrices. On était sensibilisées par ce thème-là. Et en fait, personnellement, je pense qu'on est dans un système un peu verrouillé en tant que producteur, agriculteur. Et je pense que cette conférence, est vraiment, pour moi, m'apporte énormément. Et on aurait besoin de davantage d'interlocuteurs, mais sur le terrain. Par exemple, dans notre exploitation, quand je dis un système un peu verrouillé, c'est-à-dire qu'on produit des agneaux et on achetait nos protéines, donc le soja, à la coopérative, et un peu soucieux de l'alimentation de nos animaux, et donc on a décidé de produire du lupin. Mais si vous voulez, quand on est sur une exploitation, on a un peu la tête dans le guidon et on a besoin, à mon avis, de plus d'informations extérieures. Bon, là, on s'est dirigé vers la culture du lupin. Bon, c'est ce qui nous a permis de rester dans une autoproduction, en fait. Merci. En fait, le message que j'essaie de dire, je ne sais pas si c'est clair, c'est qu'on a besoin de plus d'interlocuteurs et de plus d'informations, mais sur le terrain. Oui, donc merci pour votre témoignage, parce que c'est par des actions à petite échelle comme ça, là, dans les territoires, justement, parce que souvent, il y a peu de gens qui ont la perception de ce qui se passe. J'ai travaillé sur le terrain dans le département de l'Aveyron, et avec les organismes de l'agriculture, on a fait le bilan de tout ce qui arrivait dans la zone d'élevage de l'Aveyron. Il venait du soja du bout du monde et d'autres produits. Et par des arrangements avec des agriculteurs qui sont du côté de Montauban, donc dans la plaine, on a vu qu'il était possible de produire justement ces protéines qui manquaient en haut, sur le plateau donc et ça, c'est vrai que ça rejoint la question des territoires, ça ne se décrète pas de Paris, il faut trouver des arrangements locaux. Et là, ce que vous faites, c'est pas être autonome pour être autonome, parce que c'est vertueux au sens que si vous cultivez vos légumineuses, c'est bon pour vos sols et c'est bon pour l'environnement en général, parce que vous émettez moins de gaz à effet de serre et puis surtout parce que vous apportez moins de soja. Et après, on rentre aussi dans les cercles vertueux qu'on n'a pas l'occasion on pourrait discuter sur la qualité de la viande et tout ça. Donc, c'est ces effets de synergie qu'il faut arriver à créer au niveau des territoires. Et l'INRA, je suis partie de collègues on va beaucoup avec des agriculteurs, pas tout le monde, c'est pas toujours facile, mais il faut trouver l'idée, ce que je voulais dire par les petits schémas avec les vélos et tout ça, les pastilles de couleurs, c'est qu'il faut trouver au niveau européen et au niveau français, l'État, mais surtout au niveau régional, des instances où on puisse se rencontrer. On puisse se rencontrer pour interagir, pour trouver les bons équilibres, parce que souvent c'est pas simple, c'est pas 0 ou 1. Et donc c'est ces curseurs qu'il faut trouver où mettre pour la part de protéines animales dans notre alimentation, la part de culture de légumineuses pour les animaux. Et donc là, les instances, quelque sorte régionales, les opportunités sont à créer. Donc peut-être à voir avec la région qui a son plan alimentation, c'est peut-être là qu'il faut être
comment dire, porteur de projet, et c'est peut-être une des portes à laquelle il faut frapper. Oui, parce qu'il y a quand même une volonté du monde agricole. Enfin, nous, on est du côté de Castelnaudary. Ah, pardon. Oui, on est donc du côté de Castelnaudary. Il y a quand même une volonté du monde agricole de changer cette structure. Mais il faut trouver tous les interlocuteurs, c'est ça. Voilà. Et c'est pas forcément que les agriculteurs. Enfin, ils ne sont pas responsables, ils sont co-responsables, comme moi, chercheur, je le suis. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est bien le paquebot piloté comme la vache bleu blanc belge. Je voulais juste faire un petit éclairage sur le Canada, parce qu'on y est allé au Canada. Hein. On sait comment ça se passe là-bas. C'est des pays différents. Hein. Le Canada comme l'Australie sont des pays qui produisent et qui ne consomment pas ce qu'ils produisent. Donc ils sont condamnés à exporter. Et le Canada a pris le pari de développer les légumineuses parce qu'il y a un vrai marché, une vraie demande de légumineuses au niveau mondial, et qu'il y a quand même un grand pays sur la planète qui s'appelle l'Inde, et si on rajoute le Pakistan et le Bangladesh, ce sont vraiment des pays qui consomment énormément de légumineuses et qui ne sont pas capables d'être autosuffisants aujourd'hui. Donc on vit dans une très belle planète. Et merci aux Canadiens pour répondre à la demande alimentaire de ces pays-là. Voilà, c'était juste un petit flash. Moi, j'ai vécu 30 ans dans l'interprofession des protéagineux en France, et j'ai toujours vécu avec un petit malaise, où on a développé, nous, très largement les protéagineux, hein, le pois, la févrole, pour nourrir nos animaux. Et quand on avait des collaborations internationales, qu'on allait voir les Indiens, là-bas, on leur disait, nous, non, on fait du pois pour les cochons, et ça marche très bien, quoi. Et nos cochons étaient mieux nourris que les Indiens à l'époque, quoi. Voilà. Donc on peut espérer que le monde évolue mieux que... Voilà, quoi. C'est tout. Merci, Frédéric. Il y avait un monsieur... Oui. Juste devant. Comme beaucoup, je suis omnivore, mais je préférerais basculer vers le crudivore. Est-ce qu'il y a dans les légumineuses des légumineuses qui soient comestibles de suite pour nous, ou est-ce qu'il faut des préparations particulières? Je n'ai pas de cuisinière, je n'ai pas de gaz, peut-être que j'ennuie beaucoup de gens parce que je ne chauffe pas, mais est-ce qu'il y a des légumineuses qui puissent être, je dirais, consommées directement par l'humain, par moi-même? Cru, non. Par rapport à l'ensemble des facteurs antinutritionnels que j'ai évoqués, clairement, non, c'est pas très adapté. Une des solutions d'utiliser des légumineuses qui n'exigent pas de cuisine, c'est les germer. Et du coup, les germes de légumineuses, les germes de soja, les germes qu'on appelle les germes de luzerne, mais le soja qui est en fait le Vigna radiata, par exemple, ça peut se mettre tout de suite dans une salade, se consommer comme une salade de fruits ou comme une salade verte, je pense. Et d'ailleurs, c'est un thème sur lequel j'ai rebondi avec des questions du Congrès, là, M. Spanghero, c'est-à-dire, est-ce que la germination améliore la valeur alimentaire de la graine? Alors, je pense que ça y contribue. La réponse sur la germination est oui. De là à ce que la consommation exclusive par ce canal-là me paraît quand même compliqué. Par contre, effectivement, un peu dans des salades, et alors le problème de la germination, c'est comment contrôler la germination, parce que autant les pousses de soja qu'on trouve, d'ailleurs qui sont des haricots mongo qu'on trouve dans le commerce, bon, elles sont contrôlées. La germination, au sens où on en parle là, c'est sans que la plantule sorte de la graine. C'est-à-dire c'est vraiment la phase très précoce de la transformation de la graine pour la germination. Et ça se contrôle pas forcément très facilement. Faut vraiment maîtriser la chose. Effectivement, ça améliorera la digestibilité
je suis pas sûr que ça résolve la totalité des problèmes malgré tout, surtout pour une consommation régulière. Dans une autre assemblée, j'avais déjà demandé, par exemple, est-ce qu'il était possible d'avoir localement du maïs qui soit bio. On m'a dit, oh mais il faut beaucoup d'eau, il faut de l'eau. Et alors j'ai reposé la question à d'autres m'ont dit, non, il existe du maïs bio qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Je me dis, est-ce que pour les légumineuses qu'il faut faire venir du Canada ou d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des spécialités ou est-ce qu'il n'y a pas des particularismes de légumineuses qui pourraient pousser sans avoir besoin du climat du Canada. Et actuellement, on va vers un climat, je dirais, tropical à certaines époques. Et puis peut-être que l'Aude, qui a beaucoup trop d'eau en ce moment, aurait dû peut-être prévoir des barrages ou avoir, je dirais, dans le type d'orage cévenol, des protections différentes. Je pense que l'Aude, qui est le deuxième département le plus pauvre de France, pourrait peut-être s'orienter vers la culture de légumineuses. Ils vont beaucoup de vignes. Je bois très peu de vin, mais je le souhaite qu'ils puissent avoir d'autres cultures que uniquement la vigne. Voilà. Mais bon, c'est des spécialistes qui pourront parler. Non, mais en deux mots, on peut dire, comme pour les céréales, il y a des légumineuses qu'on sème l'automne et qu'on récolte tôt, donc qui généralement ne souffrent pas d'un déficit en eau. Puis après, il y a les légumineuses qu'on sème au printemps, qui sont plus susceptibles, comme les céréales et comme le maïs. Donc il y a une gamme de légumineuses en termes d'espèces, et puis après en termes de variétés, qui fait qu'on peut s'adapter quand même à une très grande diversité de sols et de climats. Et dans les zones sèches, en ayant des légumineuses qui poussent l'hiver, il n'y a pas ce problème. Après, il y a les problèmes d'excès d'eau et tout ça, mais je veux dire, il y a une gamme d'espèces à explorer, et ça renvoie à la question la remarque qui a été faite. Ça se joue au niveau des territoires, selon que c'est pour la consommation humaine, pour les animaux, dans des endroits plutôt océaniques ou plutôt méditerranéens. Il y a des légumineuses. Par exemple, je connais un petit peu ce qu'on appelle le trèfle souterrain. C'est dans les zones méditerranéennes, on peut avoir un trèfle qui pousse l'hiver et pas l'été. Voilà. Donc il y a beaucoup de diversité sur les légumineuses, et on est loin d'avoir. C'est le parent pauvre, parce que sur la carte que je vous ai présentée, on ne les voit pas. Et donc ce qu'on connaît, c'est ce qui est beaucoup étudié. Et comme les efforts de recherche et de développement sont mis sur ce qu'on voit, ils ne sont pas mis sur ce qu'on ne voit pas et qu'il faudrait développer. Oui, bonsoir. Vous avez parlé donc des légumineuses assez classiques, pois, haricots, et de leur intérêt évident pour l'agriculture, au niveau de l'enrichissement du sol. Je me posais la question de savoir s'il existait en France, en tout cas, des légumineuses arbres qui seraient cultivées. Est-ce que déjà ça a le même intérêt au niveau de l'enrichissement du sol, et est-ce qu'il y a des expériences qui ont été menées et des choses qui existent en France sur de l'agroforesterie avec des légumineuses arbres? Alors je sais qu'à l'étranger il y a des choses, enfin en tout cas dans le sud des choses un peu... Mais en France, est-ce qu'il y a des solutions équivalentes? À ma connaissance, j'espère pas me tromper, mais Hervé pourra peut-être corriger, près de Poitiers, il y a un domaine INRA où on alimente des vaches avec de l'herbe, mais il y a aussi des arbres qui sont maintenus bas pour qu'elles soient accessibles au pâturage. Et je crois savoir qu'il y a des légumineuses parmi ces arbres. Tu peux prendre le micro, et tu connaîtras mieux que moi. Oui, mais je confirme, mais c'est vraiment, on est un embryon de projet de recherche. On n'est pas encore sur du développement, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. À part les chèvres qui mangeaient, qui étaient pratiques pour débroussailler, avec les vaches, on a un petit peu de mal, et surtout que nos vaches sont peut-être pas préparées à ça. Mais ça pose d'autres questions avant de développer ce genre de produit. Après, sur l'homme, je sais pas, je crois que monsieur a peut-être une idée, mais chez l'homme, j'ai ma connaissance, il y a des légumes, ça existe, mais non, il y a beaucoup d'arbres légumineuses dans nos forêts, tous les acacias, il y a énormément d'espèces, mais on les produit pas pour les manger. Enfin, ça sert à faire du miel, c'est déjà ça, quoi. Et après, il y a les petits arbres type robinier, où là, il y a un peu de réflexion sur la production de biomasse, quoi. Effectivement, de faire des arbustes pour faire de la biomasse, pour après les transformer en énergie, voilà. Bon, je vais simplifier. L'agriculteur ne cultive pas les légumineuses parce que le prix est trop bas. Comment augmenter la demande au niveau du consommateur pour augmenter le prix?
On va demander à l'économiste. Tu veux répondre ? Oui, alors effectivement, au Canada, ce qu'on a observé, c'est que les écarts de marge entre les céréales et les légumineuses sont plus ténus parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes de culture. Ils sont plus extensifs qu'intensifs. Donc du coup, les rendements sont relativement comparables. Et d'ailleurs, en agriculture biologique, on trouve beaucoup plus de légumineuses parce que par rapport à la gestion de l'azote, c'est une nécessité. Mais il y a aussi le fait que les écarts de rendement sont plus faibles entre les céréales et les légumineuses en agriculture biologique par rapport au système conventionnel. Donc effectivement, il faut arriver à réduire. En fait, c'est pas que la question du prix, c'est vraiment la question de la compétitivité économique entre ces deux cultures qui sont liées autant aux charges qu'au prix. Donc, dans un contexte où le prix des intrants permet, et compte tenu des prix du marché des céréales, ça permet d'avoir des marges intéressantes sur les céréales. Effectivement, pour les légumineuses, la marge est moins intéressante. Mais si on imaginait par exemple une augmentation du prix des engrais azotés, ça viendrait réduire une partie de la marge. Et après, on peut jouer sur les prix si on a des nouvelles demandes côté consommateurs. On ne peut pas faire plus côté consommateur, par exemple, c'est pas meat-free days dans les cantines publiques, par exemple. Ben, ça se fait à l'étranger, il me semble. En tout cas, ça se fait dans certains restaurants. Il y a des restaurants, une chaîne de restaurants belges ou une association de restaurateurs où il y a un jour sans viande. Ça pourrait se faire en France. Mais en fait, je pense que je me place en tant que citoyen. Je sais que si je roule plus ou moins vite, je consomme plus ou moins d'essence, que si je change ma voiture, je consomme plus ou moins. Je sais pas si ce que j'ai dit sur les régimes alimentaires, vous en avez conscience. C'est-à-dire selon la proportion, je prends dans la salle, si je divise par 5, je suppose qu'on est représentatif de la population française. Il y en a qui émettent 2,5 kg par jour et d'autres, ils font 7,5, 8. Donc il y a des leviers considérables par nos choix alimentaires. Ça, que ça conduise à... Et plutôt qui vont dans le sens des recommandations, d'ailleurs, de l'ANSES ou du Plan national de nutrition santé, et qui sont bénéfiques pour notre santé. Et donc, avoir conscience... Moi, quand je conduis une voiture, je mets le système de consommation instantanée. Je vois tout de suite ce que je fais. Mais est-ce qu'on a conscience, finalement, selon nos choix alimentaires, de l'impact que ça a? J'ai calculé, par exemple, la nourriture, l'agriculture, l'alimentation, si je ne me trompe pas, c'est 110 millions de tonnes d'équivalent de gaz carbonique par an. Si on suivait simplement les recommandations de l'agence de nutrition, du Plan national de nutrition santé, donc qui sont très modestes, c'est des équilibres entre les protéines végétales, on va économiser, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 30 millions de tonnes. C'est-à-dire presque le tiers de ce qu'on émet, simplement en se conformant aux recommandations qui sont plutôt consensuelles, assez molles. C'est énorme. Et si on fait ça, à ingestion de protéines constantes, si on consomme moins de protéines animales, moins de protéines végétales, en plus on va remplacer une partie des céréales par des légumineuses qui vont aussi avoir un effet de levier sur le changement climatique. Ce que je veux dire, si on est conscient du changement climatique, des nécessaires changements de vie que ça doit occasionner, on a maintenant des connaissances établies qui nous disent qu'on a des leviers d'action, que ce soit au niveau des exploitations agricoles, mais pour tous au niveau de notre alimentation. Il faut être conscient, moi je ne l'étais pas il y a quelques années. Le levier est très important pour presque tout le monde, pour 3/5 de la population française. En gros. C'est comme laisser sa voiture et prendre son vélo, il faut avoir conscience que chaque individu est contributeur. Je voudrais bien surtout pas apparaître comme monsieur qui a une réponse à tout, mais la question qui a été posée sur le prix des légumineuses m'évoque une histoire qui a été vécue ici localement. Et je pense qu'il faut à nouveau penser local. D'abord, le tarbé, le haricot tarbé, je crois qu'il se vend 10 € le kilo dans les grands restaurants parisiens. Il est produit ici, alors que le cours mondial, c'est 1,50 € peut-être. Mais quand il a été question de réintroduire le haricot à Castelnaudary, en substitution du soja qui était plus rentable, avec l'OMC,
en 90, les agriculteurs se sont organisés. Ils ont dit à la région, on est prêt à faire le défi, mais avec les industriels. Et ils ont conclu un contrat social, que les industriels s'engageaient à payer le haricot du Lauragais, le lingot, pour le cassoulet, pour les boîtes de conserve de cassoulet, 3 fois le cours mondial. Donc en compétition avec les importations d'Argentine, et d'ailleurs ça génère des problèmes, hein, parce que les importateurs à Marseille, ils ont essayé de... Enfin bref, bon bref, c'est des interactions d'acteurs, mais à mon avis, on retombe sur des interactions à petite échelle, quoi, voire à des échelles humaines, qui se jouent dans les relations entre les humains. Donc je dis bien, c'est une histoire qui s'est faite, et où effectivement le prix de la production locale, c'est 3 fois le cours mondial, mais c'est un contrat social. Donc j'ai un peu tendance à dire, cette question du prix et de la valeur alimentaire, tout ça, c'est des choses qui vont se décliner dans des relations sociales, humaines, dans un réseau, que je pense c'est la somme du local qui fera le global des légumineuses une fois de plus. Mais voilà qu'il y a des solutions pour vendre les légumineuses plus cher et du coup en concurrence avec le Canada qui le produit dans des systèmes très extensifs et avec lesquels nos agriculteurs ne peuvent pas être compétitifs. C'est un très gros défi. Mais le défi, c'est convaincre de la qualité et trouver les maillons sociaux qui créent le développement local. À cet égard, j'ai tendance à penser que l'histoire des légumineuses peut être une histoire de cette construction locale à laquelle on appelle. Bonjour. Alors j'ai une question, c'est vraiment une question de curiosité, ça fait longtemps que je me la pose. Je me demandais, est-ce que vous avez une idée de l'assimilation de l'azote par les plantes d'intérêt lorsqu'il y a une rotation des cultures? Est-ce qu'il y a des fuites en fait? Est-ce que toutes les plantes d'intérêt sont capables d'assimiler l'azote qui est apporté par les légumineuses? Du coup, est-ce que je me demande souvent, est-ce que cultiver beaucoup les légumineuses pour la rotation des cultures, ça ne peut pas engendrer les mêmes problèmes que les intrants azotés? Oui, alors, je ne suis pas spécialiste, donc je donne quelques éléments de réponse généraux. Déjà, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de n'avoir que des légumineuses. Parce que ce qu'il faut voir, c'est la monoculture ou la biculture qui est source de problèmes. Parce que c'est la multiplicité des cultures, donc des rotations longues, qui permet de couper les cycles de parasites. Donc les légumineuses sont parfois plus sensibles que les céréales. Donc avoir trop de légumineuses dans une section de culture, ça conduirait au même travers qu'avoir trop de céréales, ce qu'on observe actuellement. Après, l'avantage des légumineuses, c'est qu'elles captent l'azote, elles peuvent le restituer, mais ça suppose aussi une gestion très pointue, parce que si on ne fait pas attention au moment si la terre est labourée, si on ne fait pas attention au moment de la destruction, l'azote qui est aussi beaucoup contenu dans les racines, s'il n'y a pas de capacité d'absorption par d'autres plantes, il va être libéré au mauvais moment et il y aura des fuites aussi. Donc ce qui est sûr pour les légumineuses, c'est qu'il y a globalement moins d'émissions de gaz à effet de serre, même si c'est modeste, c'est significatif. Par contre, pour les nitrates, ce n'est pas gagné. Ça dépend comment va être gérée la légumineuse, quand est-ce que c'est labouré, retourné, quelle légumineuse. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas compétent. Je sais que c'est un point, vous avez raison, c'est un point d'attention. En tout cas, ce qui est sûr, on ne peut pas le généraliser. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On est à quelques pourcents. Donc on peut multiplier par 10 sans que ça pose problème. Il y a Frédéric, et puis encore une question. Si, c'est important. Je ne sais pas si vous avez parlé d'agroécologie, l'approche système, c'est-à-dire qu'il faut voir la légumineuse dans le système de production. Et là, il faut en tenir compte. Et on a des solutions techniques sans souci pour mieux capter l'azote qui vient des légumineuses. On sait faire. Et c'est plus une réflexion de l'agriculture de plus en plus. C'est comment on insère les cultures entre elles pour avoir des systèmes de production durables et qui sont bons pour l'environnement. Et je pense et j'espère que le citoyen, sera reconnaissant de pouvoir avoir accès à des produits bons pour l'environnement, qui permet d'avoir de l'eau potable d'excellente qualité, etc., etc., quoi.
Et là, vous avez un poids en termes de pression, vous devez réclamer qu'on ait davantage de légumineuses à disposition. C'est bon aussi pour la planète, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les agriculteurs. Enfin, voilà. Enfin, moi, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vrai peut-être qu'on communique pas assez que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on le démultiplie un peu partout, qu'on aille dans toutes les écoles. Une étiquette peut-être. Je me demande s'il n'a pas besoin d'avoir une étiquette dans ce sens. Vous voulez dire une étiquette, une information sur le produit? Une des réponses, c'est le positionnement séparé des féculents, déjà pour commencer, parce que bon, ça c'est quand même un handicap que les légumes secs soient positionnés comme source de protéines, ce serait quand même un pas majeur. C'est juste un petit complément de réponse par la question, les légumineuses et l'azote fixé par les légumineuses, est-ce que ça va être des sources de pollution supplémentaires? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'azote qui est fixé par les légumineuses, qui rentre dans le système de culture, est quand même beaucoup moins volatile que l'azote chimique apporté dans les systèmes de façon massive actuellement. Donc, bien sûr qu'il faut savoir bien gérer et éviter les fuites de nitrate, enfin, les fuites de nitrate éventuellement possibles après la culture des légumineuses, mais ça, c'est une gestion au niveau du système qui permet de le gérer. Donc, effectivement, c'est quand même beaucoup moins volatile que l'azote minéral apporté ou la matière organique apportée par les produits résiduaires organiques qui sont apportés en masse ou qui sont à gérer aussi avec de l'enfouissement, etc., pour limiter les risques. Mais de façon globale, c'est comme quand on reprend l'exemple de la voiture, il faut passer de la voiture au vélo. Donc effectivement, quand on n'a pas de voiture, on est moins aidé que quand on achète une voiture qui pollue moins. Et bien là, la légumineuse, elle n'a pas d'engrais azotés elle permet de réduire les engrais azotés sur les systèmes de culture, déjà parce qu'elle n'en a pas sur sa culture et qu'elle le réduit sur les cultures suivantes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être reconnu et qui doit être même une plus-value qui doit être accordée à dans la valeur du prix de la culture elle-même. Donc oui, il peut y avoir des risques de fuite, il faut savoir les gérer au niveau du système. C'est quand même moins volatile et moins impactant que d'autres sources comme l'engrais minéral. Et après, au niveau du prix, il faudrait reconnaître cette valeur environnementale directement dans le prix de la culture pour pouvoir avoir un levier plus important à mobiliser les gens à faire cette culture-là. Mais tout à l'heure, on parlait à juste titre des changements au niveau locaux, mais je fais une petite réflexion sur la politique agricole commune, puisqu'on sait qu'une clé de l'agriculture pour réduire les impacts environnementaux, ce sont des rotations plus longues, donc avec plus de cultures. Et les légumineuses sont des cultures candidates pour allonger ces rotations. Mais dans la PAC passée, le niveau d'exigence en termes de diversité était tellement bas que ça n'a rien changé. Donc il y a bien des actions, comme tout à l'heure on disait au niveau des territoires, mais en même temps il y a les politiques publiques doivent aussi aider, ne serait-ce que par les réglementations, c'est-à-dire que les subventions accordées sont en compensation finalement de respect d'un certain nombre de règles de base d'agronomie. Il ne faut pas le voir comme des contraintes, c'est simplement mettre plus d'agronomie, plus d'écologie dans les systèmes. Et s'il y a des politiques qui l'encouragent, on ne peut pas être contre. Et les légumineuses sont des plantes stratégiques pour cela. Je crois qu'il y avait une question tout au fond, en haut. En haut à gauche. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Moi, c'était plutôt... Donc, peut-être vous avez déjà répondu à ma question. Mais moi, je suis venue plutôt pour l'impact au niveau santé et au niveau du régime alimentaire, parce que moi, je suis végétarienne. Et je voulais avoir votre avis sur l'impact calorique. C'est-à-dire, quand on veut suivre un régime alimentaire, pour remplacer, donc, vous considérez apparemment que les légumineuses sont des protéines. Moi, toutes les diététiciennes que j'ai vues m'ont dit que je ne pouvais pas remplacer les protéines par les légumineuses. Donc, je voulais savoir, selon votre avis, si on prend la même quantité de protéines par les légumineuses, est-ce qu'on
on a l'impact au niveau du poids, etc. Alors, la réponse est à plusieurs niveaux. La plupart des légumineuses sont défaillantes en certains acides aminés essentiels, c'est-à-dire que il faut trouver des sources de protéines complémentaires. Le schéma classique, c'est céréales avec légumineuses, et c'est, je ne sais pas si vous étiez arrivé quand j'ai évoqué le couscous, mais il y a un tas de plats traditionnels à travers le monde qui associent de manière empirique, parce que c'est des recettes ancestrales et traditionnelles, céréales et légumineuses. Donc, à partir du moment où vous faites ces associations et que vous variez les apports, vous couvrez vos besoins en protéines sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, parce qu'il faut aussi penser à ça, globalement, il faut consommer plus, pas de protéines, mais plus d'aliments, parce que même si les légumes secs, on dit 20 et quelques % de teneur en protéines pour certains, si on compare au jaune d'œuf, par exemple, ou à la viande, on n'a pas les mêmes teneurs. Donc, il faut une quantité d'aliments un peu plus importante pour couvrir les besoins. Mais vous pouvez parfaitement répondre à vos besoins en termes d'apport protéique en suivant un régime végétarien. Après, je ne sais pas si vous pensez végétarien ou végétalien, c'est-à-dire est-ce que vous consommez... parce que si vous consommez des œufs et du poisson, la question, et ce que je viens de raconter, ne tient plus. Si par contre vous consommez ni viande, ni œufs, ni poisson... vous pouvez couvrir vos besoins en protéines. Le plus gros souci, à mon avis, avec ce type de régime, c'est plutôt couvrir les besoins en fer, notamment fer héminique et vitamine B12. Sachant qu'en général, les gens qui suivent ces régimes-là sont très bien informés sur comment couvrir leurs besoins par ailleurs et aller chercher des sources avec des algues, avec des plantes, etc. Mais couvrir les besoins en protéines 100% par un apport végétal, ça pose aucun problème. Et quelqu'un évoquait l'Inde tout à l'heure, et il y a des tas de pays comme ça où la proportion de végétariens est très importante, et ils peuvent souffrir de malnutrition, mais ils peuvent de toute façon couvrir leurs besoins en protéines, pour autant de varier les sources et ne pas consommer exclusivement des légumineuses comme source. Sinon, à part le soja, on est en général en déficit de certains acides aminés indispensables. Une question ou peut-être remarque? C'est de rebondir sur la question de Madame en jaune et savoir est-ce qu'il y a des risques de contamination par la fixation d'azote. Alors je crois que ça a été très bien répondu quand il s'agit de gérer les plantes fixatrices, donc actuellement c'est les légumineuses dans des systèmes, et de les gérer avec soin, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire n'importe comment. Mais ça alerte sur une perspective dont il a été question ici, c'est que la recherche mondiale sur les légumineuses, elle est très largement orientée vers une perspective, c'est de faire des céréales fixatrices d'azote. Et par la transgénèse, en fait. Transférer les gènes et faire en sorte que, dorénavant, les céréales fixeront l'azote. Et dans le fond, ça, c'est une critique de fond de la recherche agronomique mondiale et française. Parce que du coup, la réponse c'est, mais pourquoi vous vous échinez à vouloir réintroduire des légumineuses dans nos systèmes agricoles alors qu'on va avoir la solution de céréales fixatrices d'azote? Tout le monde dira dans l'immédiat, non, ça va pas se faire dans les 10 ans, mais ça fait 50 ans qu'on dit ça, qu'on va le faire dans les 10 ans, puis on le fait pas, et puis on finance la recherche très largement pour ça. Mais la question qui se pose en retour, je pense, et sur laquelle vous alertez, qu'est-ce qui se passerait si, dans nos systèmes agricoles, toutes les plantes étaient fixatrices d'azote? L'azote du sol, c'est un poison. C'est l'azote réduit, et c'est un poison parce qu'il est toxique pour nous, l'ammoniac est un poison, et toxique pour les environnements, n'est-ce pas? Et comment on contrôlerait si toutes les plantes étaient fixatrices d'azote? Et du coup, est-ce que la planète ne nous enseigne pas que c'est peut-être pas la voie vers laquelle il faut aller? Parce que dans le fond, dans l'évolution, la fixation symbiotique d'azote, celle efficace, elle a été confinée dans une famille et relativement peu d'espèces, dans la famille des légumineuses et quelques autres. Donc je pense que le souci sur lequel vous nous alertez, à savoir la contamination des sols et des milieux aquatiques par l'azote, qui normalement est dans l'air sur la planète, c'est un véritable souci, et je pense que c'est très bon de le re-questionner, y compris par rapport à des orientations de la recherche
qui nous emmène vers l'alternative aux légumineuses. Et moi, j'ai tendance à dire, non, il faut faire avec ce que la nature nous a donné, mais l'utilisons-le bien et améliorons. Mais je pense que vous soulevez une alerte que moi, je fais aussi vis-à-vis de la recherche agronomique. A priori, on vous remercie pour votre attention et les échanges. Et a priori, on doit pouvoir arrêter là pour les échanges dans la salle. Merci à tous. Merci à tous. Juste une dernière annonce. Il y a un cocktail à la sortie de l'amphi dans une salle dédiée qui s'appelle l'Espace Convivialité. Vous le verrez, c'est face à l'accueil. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Merci beaucoup.